Bonjour tout le monde. Euh, je voulais faire une petite vidéo pour essayer d'expliquer rapidement ce qu'est le vote. Alors on est dans la période actuellement, donc on va se rendre normalement vers les urnes pour donner notre suffrage universel à notre représentant. Donc le vote. Alors il y a pas mal de choses à savoir avant cela. Et donc pour ça, il faut commencer par le commencement. Et donc le commencement, c'est le commencement de la personne qui va voter, justement. Alors, nous allons donc commencer par la naissance. Alors, la naissance. Alors, la naissance, quand votre esprit est prêt, il va passer par vos parents pour donner naissance à un jeune garçon ou une jeune fille. Donc, c'est l'esprit qui est prêt et qui va s'incarner dans un corps. C'est ça qu'on appelle la naissance. Alors je rappelle juste que ces notions sont les miennes. Donc il n'y a pas forcément à contester, mais plutôt à apporter peut-être plus de richesse. Voilà. Donc je disais, l'esprit, quand il est prêt, il va passer par le corps de votre papa et de votre maman pour ensuite donner vie à une existence corporelle, c'est-à-dire matérielle. Donc quand vous arrivez sur la Terre, vous arrivez en tant qu'individu. Donc je vais le représenter par un point. D'accord? Donc vous arrivez sur la Terre, donc vous arrivez dans l'univers. Et dans l'univers, quand vous arrivez, une fois que vous avez pris votre place, vous existez. C'est ce qu'on appelle le début d'une existence. Donc vous existez dans un espace. Donc cet espace, il se caractérise de la manière suivante. Vous prenez existence dans un espace qu'on dit en trois dimensions. Trois dimensions. Donc vous avez une dimension qui est le haut et le bas. Vous avez une dimension qui est le devant et le derrière. Vous avez une dimension qui est le côté, que l'on peut aussi appeler la profondeur. Voilà dans quel, dans quel, dans quel contexte vous arrivez. Donc un contexte, vous arrivez dans un contexte dimensionnel, votre existence se manifeste, elle se manifeste dans l'univers et vous êtes manifesté dans un espace en trois dimensions physiques. Donc ce sont les trois dimensions physiques. Mais ces trois dimensions physiques, ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, vous apparaissez dans trois dimensions physiques, mais vous êtes censé percevoir cette dimension grâce à votre dimension spirituelle. Voilà. C'est grâce à votre dimension spirituelle que vous allez parvenir à percevoir les trois dimensions physiques dans lesquelles vous vous trouvez. Par conséquent, vous n'avez non pas trois dimensions, mais vous avez quatre dimensions. Donc, une dimension physique et une dimension spirituelle. C'est comme ça que votre existence se manifeste à votre naissance sur la Terre. Alors, une fois cela acquis, on va reprendre le schéma des départs. Hop, donc vous êtes une image dans l'univers. Hop, hop. Vous existez en quatre dimensions du coup, hein, comme je l'avais précisé. Donc, trois dimensions physiques, une dimension spirituelle. Donc, ça fait quatre dimensions. Donc, quand vous avez quatre dimensions, je vais l'écrire. Hop.
4 dimensions. Hop. Donc, pardon, hop, voilà. Donc vous apparaissez dans ces 4 dimensions. Par conséquent, vous devenez un repère. Vous devenez un, un repère. Voilà. Donc vous devenez un repère, puisque effectivement, euh, vous êtes né, donc vous êtes, vous êtes manifesté, donc vous existez. Et si vous existez, on peut vous percevoir. Et si on vous perçoit dans un espace, vous êtes un repère. Donc si vous êtes un repère, c'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes aussi représenté. Vous êtes représenté effectivement, ce qui est la suite logique d'une chose qu'on a repérée. Si on l'a repéré, c'est qu'effectivement, ce repère est représenté. Pardon. Donc si ce repère est représenté, cela veut dire qu'il a aussi une représentation. Voilà. Ça, c'est toutes vos caractéristiques. Donc, vous êtes repéré. À partir de là, vous êtes représenté, puisque ayant été repéré, on vous perçoit. Et vous avez aussi votre représentation. Parce que si vous êtes repéré et que vous êtes représenté, ça veut dire que vous avez aussi votre représentation. Cette représentation, il faut la cultiver. Donc pour la cultiver, il faut avoir une capacité active à exercer cette représentation. Et là, on appelle ça la représentativité. La représentativité. Voilà. Ça, c'est toutes les notions. Donc il faut absolument comprendre au départ. Ça commence loin, mais si on ne commence pas, comme on dit au début, eh bien, on ne peut pas comprendre la suite. Donc, pour compléter le schéma, pour que ça soit bien clair, donc on a dit les 3 dimensions. On a dit qu'il y avait le haut, le bas, ça constitue une dimension. Le devant, le derrière constitue une autre dimension. Et les notions de côté, qu'on appelle aussi la profondeur, représentent aussi une dimension. D'ailleurs, c'est simple. Vous avez qu'à juste prendre vos mesures. Vous verrez que vous avez une hauteur, une largeur et une profondeur. Voilà pour cette notion qui est aussi très importante pour comprendre les enjeux du vote. Voilà. Donc, on a vu la naissance. On a vu la naissance. On a vu le, comment dire, l'arrivée à l'existence dans l'espace, donc dans les 3 dimensions physiques et la dimension spirituelle qui permet la perception. On a vu tout cela. Maintenant, nous allons voir la représentation. Quel est l'enjeu de cette représentation par rapport au vote, justement? Donc, la représentation, donc, c'est la vôtre. Vous êtes censé l'exercer. Donc, cette représentation vient d'un droit qui est le droit naturel. Le droit naturel vous est conféré donc naturellement à votre naissance et ce droit vous donne la légitimité de votre être, c'est-à-dire votre être spirituel ainsi que votre corps physique. Le droit naturel vous a donné la possibilité de vous autogérer. C'est la représentation. La représentation, c'est ça. La représentation, c'est pour chaque être humain la possibilité, normalement, de s'autogérer. Donc, s'autogérer, les droits naturels qui nous sont conférés par la nature sont le droit à se nourrir, le droit à disposer de son corps comme on l'entend,
le droit aussi, ce qui est un droit à respecter la représentation de notre alter ego, c'est-à-dire que chaque être humain à la naissance, voilà, donc les êtres humains naissent, hop, ils acquièrent leurs droits naturels qu'ils ne peuvent pas exercer dès la naissance, parce qu'effectivement, n'ayant pas cette capacité euh, active dont on parlait tout à l'heure, s'agissant de la représentativité, d'exercer cette représentation, eh bien, en attendant, ce sont les parents qui vont l'assurer. Donc, les parents vont défendre les droits de l'enfant, donc la nouvelle existence, jusqu'à temps que celui-ci puisse lui-même assurer sa propre représentation, c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte, euh, quand il sera compétent, on va dire, pour assurer cette représentation. Voilà. Donc, à la naissance, je disais, les êtres humains naissent et il y a un principe fondamental et inaliénable, c'est que tous les êtres humains sont égaux. Les êtres humains sont égaux parce que les droits naturels qui leur ont été conférés par la nature, légitimement, sont les mêmes droits pour chacun d'entre eux. Donc, on parle ici de l'alter ego. Ton alter ego, il n'est pas supérieur à toi. Vous êtes équivalents, ce qu'on appelle les équivaux. Les êtres humains sont des équivaux. D'accord? Il faut que cela aussi soit très clair, puisque le monde dans lequel on vit, justement, n'a pas respecté cette loi naturelle fondamentale qui est que chaque être humain sur la Terre est l'égal d'un autre. Donc on parle de l'équivauté à ce niveau-là. Je vais le préciser. Alors l'équivauté, c'est le principe d'égalité absolue, je dis bien absolue, entre les êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe de supériorité qui s'applique à ce niveau-là. Et je vais le répéter rapidement. euh, les injustices sont dues au fait que l'équivauté entre les êtres humains n'est pas prise en compte. Et là, je vais passer au principe, justement, on va rentrer dans le principe fondamental du vote, et vous allez le comprendre, puisque l'enjeu du vote, c'est la représentation. Voilà. C'est ça l'enjeu du vote. Donc c'est là-dessus que nous allons essayer d'éclaircir, d'apporter un peu de lumière. Alors, maintenant le vote. Alors, la représentation, c'est le Graal. C'est cette représentation que chaque individu possède, donc naturellement, qui doit être conférée à sa naissance par la nature et qui est assurée par ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans, on va dire, dans la légalité humaine. On va dire, on va faire le distinguo entre la légalité des humains, donc fondée par les humains, et la légalité naturelle. Voilà. Donc, cette représentation que chacun d'entre nous possède, eh bien, dans notre organisation sociale et sociétale, nous avons des élites qui se présentent à nous et qui nous disent, à travers le vote, de transférer notre représentation vers eux, et c'est eux, du coup, qui vont l'exercer pendant leur mandature. Alors, euh, pourquoi, pourquoi nous demandent-ils ça? En fait, on est dans une organisation qui se présente sous forme de pyramide. Voilà.
Ça, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Donc, dans cette pyramide, elle est composée de la manière suivante. Vous avez au sommet de la pyramide, ici, vous avez le droit naturel. Parce que la pyramide, en fait, c'est différentes strates qui sont régies par la loi. Donc, on parle de droit. Donc là, ici, on parle de droit naturel. Donc tout à l'heure, quand on disait que vous apparaissez sur la planète, donc votre existence se manifeste, elle se manifeste ici. Le droit naturel. Voilà. Donc, euh, le droit naturel, ensuite, vous avez l'État. Il y a l'État. Hop. Donc l'État du verbe être. Donc l'État aussi est une existence. Donc l'État du verbe être. Qui prend une autre forme que celle d'un être humain, mais sur le principe, c'est la même chose. Un État, c'est une entité existante. Elle existe, elle est. Donc là, on parle de, effectivement, l'État français. Voilà. Donc cet État français, il a un esprit aussi. Donc souvent, on entend l'expression l'esprit de l'État. L'esprit de l'État, puisqu'effectivement, nous n'avons rien inventé. Notre propre organisation sociale est fondée sur des principes qui existent déjà dans la nature. Donc nous n'avons fait que, grâce à notre capacité justement, tout à l'heure je vous parlais de notre, euh, de notre, de notre esprit qui constitue la quatrième dimension, c'est cet esprit qui nous permet de percevoir les choses autour de nous. Et par conséquent, quand nous mettons en activité notre esprit, eh bien, par le biais de l'observation, nous parvenons à décoder l'organisation de la nature, et c'est ce décodage qui permet ensuite de nous organiser. Sauf que, effectivement, il y a un petit hic quelque part, je dirais même un grand hic. Voilà. Donc, je disais, nous avons l'esprit de l'État, donc ça c'est une expression que l'on connaît, hein. Et donc, cet État, donc, qui a un esprit, il doit aussi avoir un corps, puisque si il se base sur le fonctionnement de la nature, s'il a un esprit, son esprit doit être incarné quelque part. Donc, son esprit, il est incarné, effectivement, dans un corps qui est la Constitution. Donc, c'est la Constitution française, hein, que l'on connaît tous. Donc, c'est la Constitution française. Voilà. Donc, la Constitution française est le corps de l'État. Et pour nous, les êtres humains, nous avons notre esprit, et notre esprit a un corps, c'est un corps constitué. On parle d'une constitution corporelle. Donc nous avons notre esprit et notre constitution corporelle, l'État, qui s'est basé sur le fonctionnement de la nature pour construire son organisation sociale, eh bien, l'État, qui est donc l'esprit, hein, voit incarner cet esprit dans un corps qui est un corps constitué, donc la Constitution. La Constitution, elle va, dans cette Constitution, il y a des organes. Comme dans notre corps à nous, notre corps est constitué d'organes aussi. Eh bien, c'est pareil pour la Constitution. La Constitution, elle a différents organes. Voilà. Donc, parmi ces organes, il y a le cerveau. Donc, le cerveau, c'est le président de la République.
le président de la République est le cerveau de ce corps. Puisqu'effectivement, c'est grâce à nos suffrages universels que je vais expliquer un peu plus tard. Et on va comprendre, je pense très clairement, pardon, on va comprendre clairement comment cela fonctionne. Donc, le président, c'est, je disais, c'est le cerveau de, de la constitution, du corps donc la constitution. Ensuite, nous avons les autres organes, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, nous avons la justice, nous avons la police, nous avons l'Assemblée nationale, les assemblées, voilà, je ne vais pas préciser, hein, les assemblées, les différentes assemblées, nous avons l'administration, nous avons l'administration, nous avons quoi encore? Nous avons... Bah, ensuite nous avons le reste, c'est-à-dire la population. Et la population, voilà, la population, on peut considérer les individus de la population comme les cellules. Donc, la population, ce sont eux, voilà, ce sont les cellules. Ce sont les cellules du corps constitutionnel. Constitutionnel. Voilà. Donc les cellules du corps constitutionnel, eh bien ce sont nous, les êtres humains. Donc, ayant compris cela, les élites, donc les élites qui ont fait peut-être des études de droit, des études de... il y a Sciences Po, il y a l'ENA, etc., etc. Bon, je ne vous fais pas de... Comment dire, de détails là-dessus. Bon, ça, je pense que tout le monde sait de quoi il en retourne. Donc, je disais, les élites se présentent à nous et nous proposent, en fait, parce que c'est une proposition, ils nous proposent de gérer justement cet État, d'accord? Donc, c'est-à-dire que l'État qui lui aussi a sa représentation, donc qui s'autogère, normalement, ok? Mais pour s'autogérer, comme malgré tout, ce n'est pas un humain, c'est juste une organisation. Mais pour que cette organisation soit légitime, il faut qu'il y ait l'accord de la population. C'est-à-dire, il faut que les cellules travaillent dans le sens de la bonne organisation de cet État. Donc à ce moment-là, les élus nous proposent euh, de gérer cette organisation, mais pour ce faire, ils doivent avoir notre consentement. Et donc, notre consentement, comment vont-ils l'obtenir? Ils vont l'obtenir par le suffrage universel. C'est-à-dire que il y a des périodes qui se présentent de manière récurrente pour des temps limités. Et au début de ces périodes-là, on va procéder au vote, c'est-à-dire au suffrage universel direct, qui va élire un représentant. Voilà. Donc, quels sont les arguments pour nous le demander? Donc, pour nous demander de transférer notre représentation, puisque c'est ça l'enjeu, c'est transférer notre représentation personnelle à un représentant. D'accord? Donc là, je vais changer le tableau. Merci de patienter. Donc, nos élus se présentent à nous, donc en tant que potentiels représentants, en nous disant, voilà, nous avons nous avons les compétences nécessaires pour pouvoir gérer cette organisation, mais pour ce faire, nous devons avoir votre consentement. Par conséquent, vous allez devoir nous transférer votre représentation personnelle et individuelle.
Donc on a assez longtemps parlé de la représentation. Donc c'est votre droit naturel à exercer votre autonomie naturelle. C'est ça la représentation. Donc les élus, donc nous, ils ont comme argument, bah, il faut gérer l'économie, il faut gérer la finance, il faut créer de l'emploi, il faut gérer les impôts, il faut gérer une bonne répartition des richesses. Bon, il y a un certain nombre d'arguments qu'ils nous présentent pour nous convaincre de leur transférer notre représentation individuelle, qui, je le rappelle encore une fois, est une représentation naturelle et qu'on doit normalement, chacun d'entre nous, exercer de manière autonome. Voilà. Donc, nous avons ici, euh, bah, nous sommes là, les, nous, la représentation individuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'élu, celui qui sera élu, qui sera là normalement. Voilà. Celui qui sera élu, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut ça. Il veut ça, l'élu. Voilà. Il veut notre représentation individuelle. Donc, ça va marcher comment? Donc, lors de l'organisation, il va y avoir une campagne électorale, etc., etc. Donc, tous les élus vont nous présenter des arguments, un programme, etc., tout ça. Et à l'issue de la présentation de leur programme, ils vont nous demander de passer au vote. Alors, le vote, c'est quoi? C'est, vous avez votre représentation individuelle. Hop. Donc, vous allez ici au bureau de vote. Hop. Voilà. Dans le bureau de vote, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, dans le bureau de vote, vous avez... Alors, on va faire comme ça. Après, dans le bureau de vote, ici, vous avez ce que l'on appelle l'urne. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Ça, je pourrais faire un cube. Hop, qui va représenter. Hop, voilà. Excusez-moi pour la qualité du dessin, mais bon, censé essayer de comprendre. Voilà. Donc ici, vous avez l'urne. D'accord? Donc l'urne. On va revenir sur cette notion après. Donc vous avez l'urne. Dans cette urne, vous allez glisser votre bulletin. D'accord? Hop. Vous allez glisser votre bulletin dans cette urne, effectivement. Donc, ce bulletin, une fois qu'il sera dans l'urne, donc ici, le bulletin, vous allez choisir évidemment votre candidat. Donc, il y en a un certain nombre. Vous allez choisir le candidat qui vous inspire le plus. Vous allez prendre la vignette qui correspond à sa candidature. Vous allez la mettre dans l'urne. Une fois que vous l'avez mise dans l'urne, hop, là, vous signez un document. Ce document, c'est une tutelle. C'est là que ça devient intéressant. Donc, vous avez signé une tutelle. Alors, on va revenir sur ces trois notions-là. Donc, le bulletin, l'urne et la tutelle. Vous avez signé une tutelle. Hop. Cette tutelle ayant été signée, il y aura ensuite le dépouillement. Alors, le dépouillement. Hop. Et suite au dépouillement, vous avez le résultat qui va désigner celui qui sera l'élu. Voilà. J'espère que le dessin il est clair. Donc, je reprends rapidement. Votre représentation individuelle qui vous a été conférée par la nature, vous allez le transmettre au candidat que vous avez choisi.
Et pour le transmettre au candidat que vous avez choisi, vous allez passer par un système de vote. Donc vous allez au bureau de vote, hop, vous remplissez votre bulletin, vous le mettez dans l'urne. Une fois qu'il est dans l'urne, vous signez la tutelle, le dépouillement s'ensuit, hop, et suite au dépouillement, il y a les résultats. Et les résultats vont nous désigner l'élu à ce moment-là. Et cet élu, c'est cet élu qui devient le président de la République. Voilà. Hop. Voilà. En gros, le processus, c'est ça. Maintenant, quel est l'enjeu? C'est là que ça devient important. Et pour ça, il faut vraiment comprendre. Il faut aller chercher certaines étymologies pour comprendre l'enjeu, pour nous, en fait. Alors pour nous, qui constituons, je le rappelle, les cellules de l'organisation qui est l'État, donc l'État français. Alors, donc, comme je vous disais, quand vous arrivez, vous prenez votre bulletin. Le bulletin, c'est un terme dont l'étymologie est grecque. C'est la bulle. Donc, pendant un certain temps, on parlait de bulle papale. Donc, la bulle, c'est une signature, un sceau. C'est à l'époque, donc on pouvait dire un sceau, l'ancêtre de la signature. Aujourd'hui, c'est la signature, c'est une attestation de consentement. C'est-à-dire que vous acceptez vous donnez votre signature. Vous donnez votre signature, c'est-à-dire que quelque part, vous mettez votre esprit dans l'urne. C'est votre esprit qui arrive, que vous mettez dans l'urne en fait. Vous transférez votre esprit à votre candidat dans l'urne. Et d'ailleurs, quand on parle d'urne, les seules fois, à part pendant le vote où on entend parler d'une urne, c'est quand on entend parler d'une urne funéraire. C'est très symbolique, mais c'est très important de le comprendre, parce que c'est réellement ça, la réalité. Donc, c'est dans une urne funéraire. Donc, considérez que l'urne qui est ici, quelque part, c'est une urne funéraire. Et dans cette urne funéraire, vous avez accepté d'y mettre votre esprit. Donc, vous avez donc accepté de mettre votre esprit. Ça veut dire qu'il ne reste plus que votre corps. D'accord? Donc, essayez de vous plonger dans votre expérience. Quand une personne à mobilité réduite, une personne handicapée, n'a pas la possibilité de vivre de manière autonome, c'est-à-dire d'exercer sa propre représentation, d'accord? Eh bien, il est pris en charge par un système de tutelle, de tutorat, ou alors de curatelle. Eh bien, la tutelle que vous signez, en fait, quelque part, ça veut dire que, comme vous n'avez plus d'esprit, vous demandez donc au système, donc à l'État, de gérer votre corps. La tutelle, ce que vous allez signer, vous la signez parce que vous acceptez que, à l'issue du vote, celui qui sera élu, même si celui-ci n'est pas le candidat que vous avez choisi, vous l'acceptez malgré tout comme votre président de la République. Parce que la signature de la tutelle, ça ne veut pas dire que si votre élu ne passe pas, celui qui passera ne sera pas votre président. Non, vous avez signé la tutelle, vous acceptez le système, d'accord? Vous acceptez le système, vous acceptez le gagnant de l'élection, quel qu'il soit. Là, il n'y a pas à ce niveau-là de tergiversation à avoir. Vous validez le concours, vous validez pas votre candidat, vous validez le concours. Vous choisissez votre candidat, il va concourir, il n'est pas élu, celui qui sera élu sera votre président. Donc, comme je le disais, vous avez plongé votre esprit dans l'urne, il ne reste plus que votre corps, et votre corps va être géré par le président de la République dans le cadre de l'État.
Donc, comme je vous le disais, l'État qui est un corps constitué, donc un esprit et sa constitution, d'accord? Un esprit et sa constitution, voilà. Eh bien, vous ferez partie intégrante de cette constitution, mais sans votre esprit. Vous êtes dans le système, votre corps appartient à la constitution, et l'esprit qui va gérer votre corps, ce n'est plus le vôtre, puisque vous l'avez enfermé dans l'urne. C'est l'État qui va le faire. C'est l'État, c'est l'esprit de l'État qui va gérer votre corps. Donc, j'espère que c'est assez clair. Voilà l'enjeu du vote. Il n'est pas, comment dire, je n'ai pas pour objectif de dissuader qui que ce soit d'aller voter. Chacun peut effectivement le faire, puisque chacun est normalement responsable de sa propre représentation. Voilà, moi je veux juste dépoussiérer les enjeux pour que chacun puisse, en connaissance de cause, euh, faire des choix éclairés. Donc, comme je disais, vous faites partie de la Constitution, donc vous êtes un élément de cette Constitution, mais en gros, comme vous n'avez plus d'esprit, c'est comme si vous étiez un élément inerte, c'est-à-dire vous devenez un objet, en fait. Et donc, un objet, on ne demande pas à un objet son avis. Parce qu'un objet est inerte, il ne parle pas, il n'est pas doué d'esprit. À partir de là, s'il n'est pas doué d'esprit, il n'est pas doué de capacité à s'exprimer. D'accord? Donc, c'est pour cela que si vous avez un président de la République qui est bienveillant vis-à-vis de sa population, eh bien, là, on va dire, pas que vous avez de la chance, parce que ce système-là, malgré tout, c'est un système qui est fondamentalement injuste, parce que justement, il ne respecte pas le cadre dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un être humain en vaut un autre. Puisque, effectivement, dans notre organisation sociale et sociétale, il y a une, un système de hiérarchisation pyramidale. Donc, s'il y a un système de hiérarchisation pyramidale, ça veut dire que quelque part, et d'ailleurs même pas quelque part, puisque c'est une réalité, certains êtres humains sont considérés supérieurs à d'autres. Par exemple, un surdiplômé va être considéré comme étant supérieur, par exemple, à un ouvrier, alors que en réalité, selon le droit naturel, l'ouvrier et le surdiplômé sont deux êtres humains de même nature, donc de même constitution, donc égaux, donc équivalents. Donc il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. Ils ont les mêmes droits qui leur ont été conférés par la nature. Voilà, c'est ce qui est important de comprendre. Donc, je disais, là, on se dirige vers la fin. Je disais que vous appartenez à la Constitution, l'esprit de ce qui vous constitue est l'esprit de l'État, ce n'est plus le vôtre qui est enfermé dans l'urne, donc pendant 5 ans. Voilà, c'est la réalité. Donc pendant 5 ans, donc le quinquennat pendant lequel le président de la République va être le cerveau de toute l'organisation, eh bien, vous n'êtes plus qu'un corps dont, dont, le, dont la représentation finalement est assurée par l'État. Donc par l'esprit de l'État en l'occurrence. Voilà, donc je disais, tout à l'heure on a parlé du président bienveillant, mais maintenant, dans un système comme celui-ci, où pour avoir une position sociale, puisque c'est de ça dont on parle en fait, dans une société par hiérarchisation pyramidale, chaque être humain veut, chaque humain même je vais dire, parce que là, vu que l'être, c'est-à-dire l'esprit, parce que c'est du verbe être, hein, le verbe être, c'est l'esprit, l'existence, eh bien, il est enfermé pendant 5 ans. Donc là, en fait, ce n'est plus que le corps, ce n'est plus que l'humain, ce n'est plus l'être humain, c'est l'humain. L'humain dans le sens humus, c'est-à-dire dans le sens de la matière. L'humus, c'est la matière. L'humus, c'est ce qu'on trouve dans la terre, c'est la matière, c'est-à-dire le matériel, le côté matériel des choses. Et
dans une société par hiérarchisation pyramidale, l'objectif étant d'acquérir le maximum de confort possible, en tous les cas dans ce système-là, eh bien, les humains n'hésitent pas à monter les uns sur les autres afin de parvenir à obtenir ce type de confort. D'ailleurs, il y a dans les querelles que l'on retrouve dans la société, il y a beaucoup de comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, on a comment dire, un salarié qui va toucher 2 000 € par mois, eh ben, il va se plaindre que comment dire, un autre humain, donc un autre salarié qui travaille peut-être moins, va toucher quasiment la même somme que lui à 300 400 € de près. Il va trouver ça injuste. Mais en fait, cette injustice, elle est fondamentalement liée au système dans lequel on vit. C'est fondamentalement ça le problème, parce que cela n'est pas la norme. Voilà. Quand cela sera la norme, nous pourrons reparler, nous pourrons nous réorganiser et nous pourrons fonder une société dans laquelle les gens vivent, euh, euh, j'allais dire, pas heureux, mais vivent en tous les cas en harmonie. Parce que c'est ça l'objectif normalement d'une organisation, qu'elle soit humaine, animale ou les insectes, c'est de vivre en harmonie. Je prends pour exemple très souvent l'organisation de la fourmilière dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie. Nous avons l'esprit de la fourmilière qui est la reine et tous les autres éléments de la fourmilière, c'est-à-dire ce qui constitue le corps, la constitution de la fourmilière, travaillent dans le sens de cultiver pour le bienfait du groupe, eh bien, l'esprit de cette fourmilière, c'est-à-dire la reine. Et c'est elle qui pond. Voilà. Donc, j'espère que que je n'ai rien oublié. Donc, pour récapituler, vous naissez, vous apparaissez dans l'univers, vous êtes un être humain vivant. Voilà. Vous existez, vous avez votre propre existence. Il vous est conféré, quand vous êtes en capacité active de l'exercer, votre représentation. Donc, vous l'exercez par la représentativité. Cette représentation, elle vous est préservée par vos parents jusqu'à ce que vous soyez en capacité de le faire par vous-même. Euh, à partir de là, vous rentrez dans le système sociétal. Dans ce système sociétal, on vous demande pour pouvoir organiser cette société, votre représentation à travers le suffrage universel direct. Donc le schéma que vous avez face à vous. Donc, si vous ne transmettez pas votre représentation individuelle, cela veut dire que vous ne participez pas au concours. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut vous imposer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imposer comment dire, une contrainte sans que vous n'ayez donné votre consentement pour cette contrainte en particulier. À la différence de quand vous avez voté, c'est-à-dire que vous avez enfermé votre esprit, vous n'êtes plus en capacité de percevoir, eh bien, les décisions que vont prendre l'État, c'est-à-dire l'esprit de l'État, vont avoir des conséquences directement sur votre constitution, c'est-à-dire votre corps, sans que vous n'ayez le moindre mot à dire. Et vous l'avez vu pour les gilets jaunes, hein, qui sont des votants, eh bien, quand ils sont allés trop loin et que l'esprit de l'État a considéré que c'en était trop, eh bien, on leur a envoyé légitimement, attention, légitimement, on leur a envoyé la police. Voilà. On leur a envoyé la police légitimement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont voté. Donc, ils ont enfermé leur esprit dans l'urne funéraire pendant 5 ans. Et donc, pendant ces 5 ans-là, ils ont la possibilité de s'exprimer dans le cadre de l'État qui décide de la limite à ne pas franchir. Voilà. Donc, tout ce système est un système légitime dans le sens où tout ce qui se passe mal dans le système, d'accord? Mais si nous avons connaissance de ce fonctionnement-là, eh bien, nous pouvons prendre nos dispositions individuelles, du coup, hein, en récupérant notre
esprit, c'est-à-dire notre représentation, pour l'exercer nous-mêmes. Donc une nouvelle société verrait le jour, et cette société pourrait être une société de la coopération plutôt qu'une société de la hiérarchisation. Voilà comment je vais conclure mon développement. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Merci.